rencontre des auteurs francophones. Je suis toujours en Belgique, je suis à Mons cette fois-ci avec Vincent Engel. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes dans un lieu un peu particulier. Tu peux nous en parler, Vincent? Oui, ben c'est le Mondaneum à Mons. Alors, le Mondaneum, c'est la bibliothèque du Mondaneum. C'est un lieu assez mythique où ont officié les précurseurs de ce que nous connaissons tous, qui est le web, la toile. C'était des passionnés de la catalographie. Quand on vient ici, il y a des petits casiers partout dans lesquels ils ont voulu inventorier toutes les connaissances disponibles à l'époque sur des fiches. Ils ont mis en place des systèmes de docimologie universelle. Et donc, ils ont apporté beaucoup. Et moi, j'ai toujours adoré les fiches quand j'étais enfant, donc je suis assez fasciné par c'est fascinant. Il y a des millions de fiches ici. C'est vraiment un très très bel endroit. Alors, difficile un peu de vous définir, Vincent Engel, vous êtes un peu partout dans le paysage culturel et littéraire belge. Depuis que je suis arrivée, on ne parle que de vous. Vous êtes à la fois romancier, dramaturge, vous enseignez la littérature à l'université de Louvain et l'histoire contemporaine à l'IEX. Ça c'est fini, mais voilà. Alors, parlons de vos ouvrages, puisque vous êtes très prolifique, avec plus de 20 ouvrages à ce jour, si je ne dis pas de bêtises. Où puisez-vous votre inspiration? Parce qu'il y a des choses assez différentes, même si parfois elles tournent autour d'une thématique qui revient souvent. Oui. Bref, dans tout sauf moi. Oui, ça c'est la version officielle. C'est la version, oui, parce qu'évidemment il y a toujours des éléments très personnels qui interviennent, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les questions de la mémoire, les questions de comment les gens s'organisent en société, la question du sentiment de la révolte et de la réalité historique de la Révolution, et tout le fossé entre les deux, dans une approche qui est très, très camusienne, parce que Camus c'est ma référence. Donc voilà, et alors ça peut aller j'ai écrit beaucoup de romans qui se passaient en Italie, soit au 19e siècle. J'ai écrit un roman sur Vivaldi aussi, donc la musique est très importante, mais ça peut être des choses très contemporaines comme la problématique de la gestion des personnes âgées aujourd'hui. Donc tout m'intéresse, et ce que je détesterais, c'est de faire toujours le même bouquin et de revenir toujours sur la même thématique. Alors, vous faites partie des rares auteurs, quand même belges, à être publiés dans de belles maisons d'édition françaises, notamment chez Fayard ou Lattès. Pour beaucoup de vos confrères, traverser la frontière, c'est un challenge, j'en ai parlé avec certains d'entre eux. Est-ce que sortir des frontières belges a été pour vous une victoire d'auteur, une victoire personnelle? Oui, certainement. C'est le problème. Le drame de la francophonie, c'est que c'est une grande ère culturelle, mais qui n'a qu'un centre de légitimation. Et c'est un problème qu'on retourne dans tous les sens depuis toujours. Mais quoi qu'on fasse, il faut être pragmatique et reconnaître que les éditeurs qui établissent cette reconnaissance sont tous à Paris. Ils ne sont même pas tous à Paris, ils sont dans 2 arrondissements à Paris, dans lesquels vous retrouvez les médias, dans lesquels vous retrouvez la presse, dans lesquels il y a en plus aujourd'hui cette concentration dans des grands groupes qui non seulement ont les éditeurs, mais ont aussi les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, les médias. Donc c'était, je pense, c'était une nécessité. Je crois qu'aujourd'hui les choses changent peut-être dans la mesure où d'abord ces grandes maisons d'édition sont englobées dans des groupes dont la finalité n'est plus du tout la littérature, mais simplement la rentabilité. Donc avant, un éditeur jugeait sa rentabilité de manière globale au niveau de sa maison, ce qui lui permettait d'avoir des très grosses best-sellers et puis des auteurs auxquels il croyait et qu'il suivait pendant toute leur carrière. Aujourd'hui, ces éditeurs-là sont obligés d'avoir une rentabilité sur tous les titres. Et donc, je connais des auteurs installés qui ont fait toute leur œuvre chez un de ces grands éditeurs et dont on leur dit, écoute, si tu ne fais pas 3000 exemplaires pour le prochain, on ne va peut-être pas continuer. Ce qui est juste désastreux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les auteurs ont heureusement les moyens de s'affranchir de ça sans pour autant se ruiner, sans tomber dans l'arnaque des comptes d'auteurs. Donc, il y a moyen de fonctionner autrement, de manière plus efficace et plus joyeuse aussi. Oui. Bon, après, ça aide aussi quand vous êtes passé par des grandes maisons avant d'être auto-édité ou proche de l'auto-édition. Alors moi, quand j'ai fouillé un peu dans votre passé, j'ai vu que vous aviez sorti votre premier ouvrage au Québec. Et alors là, il m'a manqué quelques pièces du puzzle, parce que pourquoi le Québec? Pourquoi faire simple quand on peut faire Exactement. compliqué?
Mais écoutez, c'est le hasard des rencontres. Donc j'avais été lauréat du concours RFI de la Nouvelle, un concours international, et ça m'avait permis d'être invité au Festival de la Nouvelle de Saint-Quentin, qui à l'époque était un festival très important pour la Nouvelle. Et là, j'ai rencontré Gilles Pellerin et Marie Taillon, qui étaient un jeune couple québécois qui venait de créer une maison d'édition à Québec, qui ne faisait que de la Nouvelle. Et on a sympathisé, ce sont d'ailleurs toujours aujourd'hui des amis très proches, et ils m'ont publié mon premier recueil de nouvelles. Donc j'avais un éditeur au Québec, donc dans un pays où personne ne me connaissait, qui publiait mon livre, qui n'était pas disponible en Belgique, parce que, bon, après on a trouvé des coéditions, et puis les choses mais il fallait démarrer, c'est comme ça que les choses ont démarré, et donc finalement j'ai publié ou coédité, parce que Oubliadant Van Berger, par exemple, qui a été mon premier roman publié chez Fayard, a été coédité par l'instant même aussi au Québec. Donc j'ai pas mal de titres à leur catalogue. Ouais. Alors, comme si cela ne suffisait pas à la vie riche d'un auteur, vous avez écrit aussi une dizaine de pièces de théâtre, dont plusieurs ont été mises en scène. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière cette boulimie d'écriture? Le goût des histoires. Pour moi, j'adore raconter des histoires. Ouais. C'est surtout que les histoires qu'on s'invente, ça nous permet de dépasser notre finitude. On est finalement que ce qu'on est, alors qu'on aurait pu être beaucoup d'autres choses. On est un homme, on est une femme, on est enfermé dans des cases, et la société dans laquelle on vit adore nous enfermer dans des cases. Et donc la littérature, pour moi, c'est ce qui permet d'exploser tout ça. Et par principe, je ne dis pas non. Donc quand on me propose des choses, je dis oui. J'ai rencontré par exemple Franco Dragone de manière tout à fait improbable pour moi. J'ai dit oui, et ça m'a ouvert des portes juste incroyables pour un auteur, pour un écrivain. Écrire un spectacle où pas un mot n'est prononcé, mais où pourtant on raconte une histoire, c'était un fameux défi, et ça m'a vraiment beaucoup appris. Ouais. Alors, votre thème de prédilection, pour ceux qui vous connaissent, c'est la mémoire et le traumatisme de la guerre. Pourquoi cette attirance, ou pourquoi cette névrose, je ne sais pas comment on doit l'appeler? L'attirance, c'est l'histoire familiale. C'est la famille de mon père qui a disparu dans les camps. Donc, je pense que je suis loin d'être le seul dans cette situation-là. Donc, ça marque, et on cherche à comprendre. Et puis, je ne parlerai certainement pas de névrose, parce que pour moi, la mémoire, c'est d'ailleurs le thème du dernier essai que j'ai écrit. C'est un désir, c'est un plaisir, la mémoire. C'est pas quelque chose qui fait pleurer. Moi, là, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, dans ma famille. J'ai plus qu'un frère, mais je pense souvent aux disparus, mais pas. C'est pas pour pleurer, ça m'aide à vivre. C'est une présence qui est là, et j'ai l'impression que à travers ma mémoire, à travers ma vie, c'est leur vie qui se prolonge. Alors, j'ai lu un moment où vous aviez écrit qu'il était difficile de dire la Shoah. Est-ce que c'est encore difficile, ou est-ce que c'est à la limite peut-être plus difficile aujourd'hui? C'est redevenu difficile. Est-ce qu'on a une époque où... Non, je pense que comme disait Coluche, ce qui est difficile, c'est ce que je ne sais pas faire. Donc, je pense que c'est délicat, qu'on ne peut pas en parler n'importe quand, mais je ne pense pas du tout que ce soit indicible. Ça a été un des grands thèmes de la discussion autour de cet événement-là. Rien n'est indicible, on peut tout dire. Et déjà, quand vous dites indicible, vous dites quelque chose. Donc, vous contredisez même par rapport à ce que vous voulez dire. Ce qui est vrai, c'est que, et ce que les survivants ont raconté, c'est que juste après la guerre, c'était pas tellement indicible, c'était inaudible. Les gens ne voulaient pas l'entendre. Donc il faut trouver pas en parler non plus. Et donc du coup, ceux qui auraient voulu en parler, à ce moment-là, n'ont pas pu en parler, parce qu'on leur disait, bon écoute, ça suffit. Mais n'ont pas pu ou n'ont pas voulu? Il y a eu les deux. Ouais. Il y a eu les deux. Il y a ceux qui n'ont pas pu, qui ont dû attendre un certain temps, et ceux qui auraient voulu, qui ont voulu, et on leur a dit non, on ne veut plus en entendre parler, on doit recommencer, on doit reconstruire, on doit... Donc je pense que de toute façon, la Shoah, dans toutes ses implications, parce que la Shoah, c'est pas seulement un événement juif, c'est un événement universel. En tout cas, à l'échelle occidentale, c'est la faillite absolue de la civilisation occidentale. Cette civilisation qui a la prétention d'avoir été la lumière de l'humanité
Elle s'est présentée comme telle, c'est en son nom qu'on a colonisé, qu'on apportait la civilisation à ces pauvres sauvages. C'est Mozart, Beethoven, vous connaissez tout le laïus, et c'est la civilisation qui met en place le massacre industriel et systématique d'une partie de la population humaine sous prétexte qu'elle est née avec une certaine caractéristique. Et donc cette idée de race qui est totalement scientifiquement non prouvée et improuvable. Il n'y a pas de race humaine. Il y a des variétés, mais il n'y a pas de race humaine. Et donc on est un petit peu, si vous voulez, on est un petit peu comme le coyote dans le dessin animé. Vous savez, ce coyote qui continue à courir alors qu'il y a la falaise, il est dans le précipice, il court. Puis à un moment il s'arrête, il regarde en dessous de lui. Et je pense que pour ces temps, on n'a pas encore fait l'examen complet, et ce ne sera jamais définitif, mais en tout cas complet de ce qui a conduit l'Occident dans ce précipice-là. Et tant qu'on n'aura pas fait cet examen complet, il va falloir continuer à raconter, à étudier, à creuser, à analyser. Et donc la fiction est un moyen parmi d'autres d'approfondir cette question-là. Pas pour se flageller, mais pour essayer de comprendre. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on arrive à un stade où on raconte moins? Enfin, quand vous voyez les sondages qui sont faits auprès de la jeune population, et il y a un nombre incalculable de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah, est-ce qu'on a pris la mesure de l'enseignement obligatoire de l'innommable? Est-ce que, je sais pas, est-ce que les enjeux mémoriels sont vous savez, ça présents? c'est... Donc, il faut remettre les choses aussi en perspective. Ça s'est passé il y a 80 ans. On a, je pense, dans l'histoire de l'humanité, jamais demandé à des jeunes de considérer qu'un événement qui s'était passé il y a, on ne peut pas dire 80 ans, puisque les jeunes aujourd'hui, on va dire 60 ans avant leur naissance, qu'ils doivent connaître et intégrer cet événement dans leur existence comme s'ils l'avaient vécu. Jamais. Moi, 60 ans avant ma naissance, c'était le début du siècle, et même si je prends la guerre 14-18, c'était 50 ans avant, personne ne me disait « tu dois absolument savoir ce qui s'est passé là parce que ça conditionne ton présent, etc. » Donc il y a aussi, alors c'est justifié, mais il ne faut pas en vouloir aux jeunes, c'est la première fois qu'on demande à des jeunes d'intégrer un événement qui est aussi ancien pour eux. Et donc il ne suffit pas de dire qu'ils doivent le faire, il faut trouver le moyen. Oui, comment le faire. Oui, ce n'est pas les jeunes qui sont responsables de leur manque de connaissances sur le sujet, non, c'est clair. Ouais. Je trouve que c'est plutôt normal que les jeunes disent ouais, enfin, c'était il y a 80 ans, ça ne nous regarde plus. Cette réaction-là, elle est normale. Après, c'est à nous à trouver le moyen pour dire ok, mais quand même, ce qui s'est passé là, c'est important. Et voilà pour ton futur pourquoi. aussi. Et parce que regarde et pour ton présent. Monde, et pour, voilà. Ouais. Alors, j'ai changé de sujet. On va parler de jeunesse. Vous avez aussi écrit pour la jeunesse. Est-ce que ça a incidé avec un moment particulier de votre vie? C'est un message pour vos propres enfants? Est-ce que... Non, c'est de nouveau, c'est les... j'ai jamais, en fait, oublié Adam Weinberger, qui est ce roman qui parle justement des camps sans jamais en parler. Je l'avais écrit sans penser à un public particulier, et je pensais certainement pas à un public jeune. Et puis il a eu le prix des lycéens. Et j'avais été très surpris de me dire que voilà, des jeunes de 16, 17 ans non seulement l'avaient lu, mais l'avaient apprécié. Donc je pense que c'est difficile d'écrire pour un public précis. Alors après, on m'a demandé, donc j'ai écrit un roman jeunesse, mais qui finalement, les adultes me disent, c'est un roman qui marche très bien pour les adultes aussi. Donc il ne faut pas trop, de nouveau, il ne faut pas s'enfermer dans des cases. Alors, vous en parliez tout à l'heure de la nouvelle, vous êtes très attaché à ce format littéraire. Oui. Je crois d'ailleurs que vous avez œuvré pour sa mise en avant, notamment en mettant sur pied un colloque festival, il y a 30 ans. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans la nouvelle? Alors, je pense que la nouvelle a plusieurs forces extraordinaires. D'abord, c'est un genre à part entière. C'est pas un petit roman, c'est pas une amorce de roman, on a vraiment une densité narrative qui est assez exceptionnelle. C'est aussi un genre qui est très proche, qui est beaucoup plus proche du théâtre que du roman, parce qu'il y a l'oralité qui est une dimension importante de la nouvelle, qui fait que ça se prête très bien à l'adaptation théâtrale. Et radio aussi. Et radio, il y a les radiofictions aussi. Oui. Et en plus, c'est un outil pédagogique
de premier ordre. C'est de plus en plus difficile de faire lire des jeunes aujourd'hui. Chaque fois que vous leur demandez de lire un roman, vous faites un gros pari, parce que si le roman ne leur plaît pas, ça va être un enfer pour eux qui risque de les éloigner de la littérature. Tandis que si vous leur faites lire des nouvelles, ce sont des textes courts, ils n'aiment pas, c'est pas très grave. Ils peuvent passer à une autre, et au moins c'est un texte entier. Il n'y a rien de pire que l'anthologie. Le principe de l'anthologie, c'est un peu comme un prof qui viendrait donner cours d'anatomie et qui dirait, voilà, écoutez, on va voir le corps humain. Alors j'ai un très beau bras ici, voilà, vous voyez, j'ai un très beau bras là, c'est tout ce que j'ai parce qu'on n'avait pas l'argent pour, et donc avec ce bras on va voir le cerveau, la circulation sanguine et tout ça. Non, ça marche pas, un bras c'est juste un bras, tandis que la nouvelle c'est un corps complet. Alors, vous avez le bonheur d'avoir été traduit, notamment en allemand, en russe et en anglais. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Et en bulgare. Et en bulgare, voilà. L'allemand, c'était important pour vous, justement, au vu du passé. C'était Oublié Adam Weinberger qui a été traduit chez un grand éditeur allemand. D'abord, c'était très excitant pour moi d'être traduit comme ça, parce que c'est pas facile d'être traduit. Et évidemment, que ce soit en allemand, c'était particulièrement... Il y avait une émotion, oui, mais et alors malheureusement l'éditeur allemand n'a rien organisé de particulier, donc j'ai même pas pu avoir la chance d'aller en Allemagne pour rencontrer des gens, etc. Donc c'était un peu un coup, mais sinon symboliquement c'était effectivement très important. Oui. Alors, ce sujet de la mémoire, il hante vos écrits, même quand il n'y paraît rien de prime abord. Moi, je suis en train de dire Mon voisin, c'est quelqu'un, et derrière, il y a un humour grinçant, mais on devine la suite, tous les relents du passé. Il peut revenir, ce passé, l'histoire peut bégayer de nouveau. Je viens d'achever la lecture d'un essai assez extraordinaire de Timothy Snyder qui s'appelle Terre Noire, l'Holocauste ou pourquoi cela pourrait recommencer, plus ou moins, en tout cas le sous-titre dit à peu près ça. Alors je ne crois pas que l'histoire se répète littéralement, mais il y a des choses qui reviennent bien entendu, ne serait-ce que la montée de l'extrême droite qui est là. Vous parliez de mon voisin, c'est quelqu'un, qui est un roman que j'ai écrit en 93, et qui a été publié en 2002 pendant le second tour des élections où pour la première fois Le Pen était qualifié. Vivre la démocratie. Ouais. Et donc c'était un phénomène qui a commencé vraiment à la fin des années 80, mais je suis convaincu que, en fait, historiquement, le nazisme, je le dis de manière ironique, mais je vais m'expliquer, le nazisme a été le drame du fascisme. C'est-à-dire que si le nazisme a montré ce qu'était le fascisme quand on poussait tous les curseurs à fond. Oui, j'ai compris. Et s'il n'y avait pas eu le nazisme, je pense que peut-être aurions-nous échappé à la Seconde Guerre mondiale, mais la totalité aujourd'hui des pays occidentaux serait fasciste. Parce que le fascisme apporte une solution. Le nazisme, ça veut dire national-socialisme, c'est-à-dire qu'on s'occupe des gens, mais s'ils ont la carte du membre. Hein. S'ils ont la carte de membre, alors on va s'occuper d'eux, donc c'est exclusif, mais ça offre le luxe, un luxe auquel beaucoup de gens aspirent, c'est la déresponsabilisation. On n'est pas responsable de ses actes, il y a quelqu'un, il y a une autorité qui vous dit ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, où vous devez vivre, comment vous devez vivre. Et si vous respectez les règles, la vie se passe bien, sans incident, sans problème. C'est un leurre, évidemment, mais je pense que la plupart des gens ont peur de la liberté, même si tout le monde se proclame être libre. Donc le nazisme, c'est il y a 80 ans, tout s'est un peu lissé, donc le fascisme est capable de refaire son exactement. Et il revient, il fait son comeback avec sans plus aucun complexe. Ouais. Bon, alors, vous avez tenu aussi, autre activité, une rubrique politique dans le soir, pendant plusieurs années. C'est quoi les passerelles entre l'histoire, la littérature, le monde politique qui nous entoure? Ben, c'est toujours la même chose. Pour moi, je vous dis, ce que j'essaye de faire, c'est faire réfléchir les gens en leur racontant des histoires. Alors que ce soit une histoire vraiment narrative ou une réflexion à travers une chronique ou une carte blanche, pour moi, c'est proche. C'est viser le même but à travers des moyens un peu différents, mais qui sont toujours liés à l'écriture. Ouais.
Alors, votre actualité, c'est aussi la direction de la revue belge littéraire marginale. On est ravis, rencontre des auteurs francophones, de pouvoir collaborer à notre petite mesure. Vous avez un peu secoué l'institution qui est née en 1945, d'abord avec le passage au numérique du magazine, et ensuite avec l'ouverture sur la francophonie, justement. Est-ce que c'était vos conditions à vous pour reprendre la direction du journal? Oui. Donc, quand on m'a proposé, après le décès de Jacques de Decker, de reprendre Marginal, je me suis engagé à deux choses. D'abord, une obligation de résultat pour finir les 4 numéros qui étaient prévus, dont Jacques avait orchestré 2 et on a fait 2 volumes d'hommage pour lui. Et puis, une obligation de moyens, c'est-à-dire réfléchir à comment renouveler la revue, la sortir un petit peu de la confidentialité extrême dans laquelle elle était tombée. Et donc je voulais effectivement l'ouvrir à la francophonie, l'ouvrir aussi à d'autres modes de contribution. J'adore la photographie ou la dimension graphique, donc j'ai voulu ajouter cela aussi. Si vous voulez dire que si on restait dans l'édition imprimée, ça devenait très très coûteux, parce qu'il fallait faire quelque chose en quadrille, etc. Et donc je me suis dit, mais finalement, ce qui a fait le triomphe du genre de la nouvelle au XIXe siècle, c'était son lien avec la presse. On parle toujours de nouvelles au sens d'actualité. Refaisons, et c'est d'ailleurs la manière dont Marginal fonctionnait. Jacques envoyait un sujet d'actualité sur lequel les auteurs écrivaient. Voyons si je peux avoir un partenariat avec la presse. Et donc j'ai été voir Christophe Berti, qui est le rédacteur en chef du Soir, et je lui ai proposé, il a tout de suite été d'accord, et donc on a un partenariat avec le Soir, et tout est digital. Il y aura un numéro papier par an qui sera ne sera pas le best-of, parce que ça va pas être on va prendre les contributions les plus représentatives des trois numéros précédents. Alors combien de contributeurs aujourd'hui? Alors pour le premier numéro, on était à 45 contributions, et là on est à 55, donc ça augmente régulièrement, et on couvre vraiment la francophonie dans son ensemble, entre autres grâce aux rencontres des auteurs francophones qui nous ont amené plusieurs auteurs très fiers pour le dernier numéro. C'est extrêmement beau magazine, on est très fiers. Alors vous êtes l'animateur aussi d'un site que je trouve très poétique, bizarrement, dans sa démarche, Liber Amicorum, qui rend hommage aux disparus, mais en se souvenant d'eux, dans ce qui est un peu de joyeux. Le souvenir devrait être beau et non triste, finalement. C'est un peu comme une ode à la vie, on a l'impression. C'est ça? Oui, absolument. Donc ce site, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de gens sont morts, et donc les auteurs n'ont pas échappé à cela. Et en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de marquer leur départ, parce qu'on ne pouvait pas se réunir, parce que tout était compliqué. Donc je me suis dit, je vais faire ce site. Et de nouveau, c'est toujours mon idée que la mémoire, ça doit aider à vivre et pas à faire pleurer. Et donc le principe est simple. Pour un auteur ou une autrice disparue, il y a un responsable de page qui donne les informations de base, la bibliographie, les repères et des liens, et puis il invite des contributeurs et des contributrices à envoyer. Ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, et effectivement ça peut être, alors si on va voir sur le site, donc liberamicorum.net, il y a des choses très différentes. La page qu'Éric Brenier est en train de faire sur Jacques Réquillon est une page très très nourrie, avec beaucoup d'archives. La page pour Jacques de Decker, il y a de la musique, il y a celle de enfin, chacun, celle de Francis Danemark, ça part aussi dans des choses plus relationnelles, plus de témoignages. On peut tout faire. J'attends une page qui est en train de se créer pour Julos Bocarn. Je m'attends à quelque chose de très bariolé, de très... Mais j'ai pensé à vous la dernière fois, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu une de mes amies avec un verre de champagne avec son papa, et il célébrait le jour anniversaire de la mort d'un maman. Et je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on doit célébrer finalement. C'est dans ce qu'il y avait de meilleur et de plus beaux souvenirs. J'ai pensé à vous, j'ai pensé à votre site. Alors, vous enseignez, je l'ai dit en préambule, qu'est-ce que vous racontez à vos étudiants? Quel message faites-vous passer du monde? Et vous parlez de cette mémoire pour mieux appréhender le futur? Oui, bien sûr. Oui. Donc, déjà, un des cours que j'ai préféré donner dans ma carrière, c'est ce cours sur l'histoire de la révolte et des révolutions, donc où je parle de tous ces problèmes-là, que ce soit la mémoire, les relations humaines, la soumission à l'autorité, la liberté, tout ça. Donc, j'essaye de plus en plus de faire des cours où en fait, j'ai toujours considéré que la littérature était un moyen d'étude beaucoup plus qu'un objet d'étude.
j'ai dû faire des cours d'analyse de texte, mais je ne veux plus en faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment utiliser la fiction pour réfléchir au monde et aux relations humaines et à l'organisation de la société. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'idée de l'auteur francophone en Belgique. Est-ce qu'il faut, moi je suis extérieure à la Belgique, donc je ne fais que vous écouter tous. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'être un auteur francophone en Belgique? Est-ce que la francophonie est en danger en Belgique Non, je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Évidemment, le siècle où les auteurs de langue française en Belgique étaient flamands, parce que le flamand était la langue de la bourgeoisie et de la culture, ce temps-là est dépassé, et la littérature néerlandophone se développe et est extrêmement riche aussi, mais je ne pense pas que la littérature francophone en Belgique soit plus menacée qu'elle ne l'est ailleurs. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs? Alors, dans mes tiroirs, il y a la sortie au mois de mai du dernier tome des romans qui se passent en Toscane, donc autour de Monte Carlo. Donc, il y avait eu Retour à Monte Carlo en 2001. Puis il y avait eu Requiem vénitien, Les Absentes, Le Miroir des Illusions, et je finis cet ensemble-là que je place sous l'égide d'un de mes personnages récurrents qui est Asmodée Edern. Donc c'est ce que j'appelle Le Monde d'Asmodée Edern. Je vais publier le dernier qui s'appelle Vous qui entrez à Monte Carlo. Donc je finis par l'entrée et c'est en référence à Dante aussi, l'ouverture de l'enfer, où il dit Vous qui entrez ici, laisser toute espérance. Là, moi, je n'ai pas dit qu'il fallait laisser toute espérance. Et les 5 vont sortir en livre audio également. Et les 4 premiers vont ressortir dans une version mise à jour. J'ai tout revu, j'ai tout retravaillé pour en plus être sûr qu'au niveau de la chronologie, tout soit particulièrement précis. Alors, on va partager bientôt un nouvel appel à texte pour les nouveaux marginales. Ouais. Est-ce que, alors, sans trop en dire, on peut dévoiler quel est le sujet, la thématique? La thématique, c'est, alors bien, l'actualité qui a dominé, c'était la Coupe du Monde de football. Donc c'est la discordance entre à la fois la dénonciation plus que bienvenue du délire de la FIFA, de ces pays qui n'ont aucune tradition footballistique, qui tuent les ouvriers, qui sont absolument pas des démocraties, et les appels au boycott. Et puis en même temps, malgré tout ça, l'engouement exceptionnel que ce sport... Qui a dépassé tous les chiffres. Donc le football est certainement le sport le plus indécent qui soit sur la planète. Et en même temps, et les deux sont liés, bien entendu, le sport qui suscite le plus grand engouement. Et c'est ce contraste-là qui m'intéresse. Ouais, c'est très intéressant. Merci Vincent d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve très très bientôt sur des projets, sur des interviews, sur un peu de tout, et puis sur Marginal. Ok, sur Marginal. Merci. Au revoir. Bonne journée.